Alors nous sommes de retour pour cette deuxième vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet de la division euclidienne, qui va être le premier grand théorème de l'arithmétique, qui, maintenant qu'on a vu ces notions de diviseur et de multiple, la division euclidienne va être définie par ce théorème, cette propriété. Alors, une technique qu'il faut retenir, c'est que notre objectif, c'est de faire de la divisibilité dans Z, parce que certains théorèmes, notamment la relation de Bezout, va se passer vraiment dans Z. On ne peut pas faire une relation de Bezout avec que des entiers positifs. Il faudra des entiers négatifs pour faire la relation de Bezout. Mais la stratégie, c'est que la division euclidienne, elle va beaucoup s'appuyer sur le raisonnement par récurrence. Et le raisonnement par récurrence, on va le faire dans N. Donc, on va d'abord faire de la division euclidienne dans N et ensuite on va passer dans Z. Donc, le théorème de division euclidienne dans N, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on choisit B, un entier non nul, donc B c'est l'entier par lequel on va diviser. Donc, comme on fait une division, on choisit, et ça c'est très important, un entier B qui est non nul. On ne pourra jamais faire des divisions euclidiennes par un entier B qui soit égal à 0. On pourra faire des divisions par des nombres négatifs, mais pas par 0. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc pour tout entier non nul, et quel que soit le A, un entier quelconque, on peut trouver Q, ça sera ce qu'on va appeler le quotient, tel que l'élément A moins BQ, il est compris entre 0 et B. L'élément A moins BQ, ce qu'on va appeler le reste, ça sera un entier positif. Donc comme il y a une soustraction ici, c'est important de dire que c'est positif, parce que a priori A moins BQ aurait pu être négatif, puisque c'est une soustraction de deux nombres positifs. Il est positif, et il est strictement plus petit que B, il est strictement plus petit que le nombre par lequel on a divisé. Donc vous avez ici, dans le polycopier, des idées sur l'idée de cette démonstration. Donc, pour démontrer ce théorème, on peut utiliser deux techniques assez différentes. On peut utiliser soit une démonstration par récurrence forte, celle qu'on va étudier maintenant, mais on pourrait aussi démontrer ce théorème en utilisant l'entier minimal. Et je vous invite à essayer par vous-même de faire la démonstration de ce théorème en utilisant l'entier minimal. Vous avez deux vidéos sur la récurrence forte et l'entier minimal qui sont en fait un peu comme deux facettes de la même chose. Donc, comment ça se passe? Comment on démontre ce théorème de division euclidienne par récurrence forte? D'abord, il y a un premier quel que soit qu'on va pas faire une récurrence sur B, on va juste écrire soit B. C'est le schéma de démonstration de quel que soit B. Il faut démontrer quel que soit B, on écrit soit B. Maintenant, il faut démontrer quel que soit A. Et on ne va pas écrire soit A, on va faire une récurrence forte sur A. Alors, qu'est-ce que c'est la récurrence forte sur A? Donc, au lieu d'écrire soit A, on écrit démontrons par récurrence forte sur A. Ce qu'on fait ici, c'est cette partie-là. Donc ici, il y a le détail de la démonstration, le détail commenté. Comme je commente, on va regarder cette partie-là. Donc ça, c'est une phrase bleue, c'est une phrase d'annonce. Cette phrase-là, elle n'a pas de valeur logique. Elle est là juste pour expliquer pourquoi j'écris pas soit A, alors que je suis en train de démontrer quel que soit A. Je suis en train de démontrer quel que soit A, mais j'écris pas soit A parce que j'utilise un raisonnement. Un raisonnement, je vous rappelle, c'est une situation où on va ne pas utiliser le schéma de démonstration classique, mais un schéma alternatif qui est ici le schéma de la démonstration par récurrence forte. Donc, on écrit maintenant soit A et on a, parce qu'on fait une récurrence forte, donc on a le soit A qui correspondrait au schéma classique, mais on a ce supposons que
quel que soit A' qui est plus petit que A, donc compris entre 0 et A-1, ça c'est un intervalle entier, ça veut dire tous les entiers qui sont compris entre 0 et A-1, c'est-à-dire les entiers naturels qui sont strictement plus petits que A, je suppose que le résultat, c'est-à-dire ce que je cherche à démontrer, c'est-à-dire qu'il existe Q appartenant à N tel que ça, je suppose que ça c'est vrai pour A'. Donc je suppose qu'il existe un Q' tel que A' moins BQ' est plus petit que B. Ça c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc je suppose que ça c'est vrai pour tous les rangs qui sont strictement plus petits que A. Dans une démonstration par récurrence forte, il y a toujours une distinction de cas. La distinction des cas dans une récurrence forte, elle sépare la situation où je vais pouvoir démontrer ce que je veux démontrer sans utiliser l'hypothèse de récurrence, ça sera le cas numéro 1, et dans le cas numéro 2, ça sera tous les cas où je suis obligé d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Et donc quand ça se passe bien, une démonstration par récurrence forte qui se passe bien, en général, le cas où je peux utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est exactement le cas où j'ai besoin d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc le cas numéro 1, ici, la distinction, elle se fait suivant que A est plus grand ou plus petit que B. Donc en fait, comme je veux diviser A par B, si A est plus petit que B, j'ai pas grand chose à faire en fait. Si A est plus petit que B, il y va 0 fois. Donc je pose, comme je dois démontrer que, ce que je dois démontrer, c'est que il existe un Q, hein, donc le schéma de démonstration de il existe, ici j'utilise le schéma classique, j'écris juste posons Q, et ici c'est bien une constante, hein, c'est 0, donc je pose Q égale à 0, et puis je vais démontrer ça, donc je vais calculer A moins B cube, c'est égal à A moins B fois 0, puisque Q est égal à 0, donc ça fait A, et comme j'ai supposé que A était plus petit que B, eh ben, le A moins BQ qui est égal à A, il a bien comme propriété qu'il est compris entre 0 et A moins BQ. Donc ça c'est un peu l'équivalent de l'initialisation de ma récurrence, hein. Deuxième cas, maintenant je suppose que A est plus grand que B. Alors si A est plus grand que B, ça veut dire que je peux diviser A par B au moins une fois. Donc ici, hein, cette démonstration, elle est basée sur la notion de soustraction successive. Donc, comme A est plus grand que B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soustraire une fois B à A. Je vais obtenir un nombre que je vais appeler A', et ce nombre A', c'est a priori un élément de Z, hein. Quand je soustrais A et B, ce sont des entiers, mais en fait, a priori, ils appartiennent à Z. Je vais montrer maintenant que ce A', il appartient à N. Pourquoi est-ce que A', il appartient à N? C'est tout simplement parce que A était plus grand que B. Donc, en fait, je peux soustraire B dans A et obtenir encore un élément qui est un entier naturel. Et A' est strictement plus petit que A. Là, le côté strict est très important, hein. Pourquoi A' est strictement plus petit que A? Parce que B est strictement positif. B n'est pas égal à 0. Donc, le A', il est compris dans l'intervalle entier, hein. Il est plus grand que 0 et inférieur ou égal à A-1. Donc, une propriété qu'on va utiliser très souvent, hein, dans le cadre de l'arithmétique, hein, qui n'est pas vrai dans le cadre de R par exemple, c'est que quand on est strictement plus petit quand deux entiers, quand on a un entier qui est strictement plus petit qu'un autre entier, en fait il est inférieur ou égal à celui-là, moins 1. Entre deux entiers, hein, entre A-1 et A, il n'y a pas d'entier. Donc si vous êtes strictement plus petit que A, vous êtes inférieur ou égal à A-1. Donc maintenant, puisque A', il appartient à cet ensemble et qu'on a supposé que quel que soit A', donc là c'est le schéma d'utilisation de quel que soit, puisque A' appartient à cet ensemble, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que ça c'est vrai pour A'. Donc c'est le schéma d'utilisation de il existe, hein. Ici ce il existe, on aurait pu le remplacer par le symbole il existe, alors que ici c'est le il existe écrit en toutes lettres, c'est le schéma d'utilisation de ce il existe là. Il existe Q' tel que blablabla, j'ai juste recopié ce qu'il y avait écrit ici. Maintenant, je dois démontrer, hein, comme je l'ai fait ici, je dois démontrer qu'il existe un Q appartenant à N tel que ça. Que pour le schéma de démonstration de il existe, c'est posons Q égale Q' plus 1. Alors c'est quoi l'idée, hein? C'est que comme j'ai soustrait 1,
le nombre de fois Q c'est le quotient, et le nombre de fois où B ira dans A, et ben c'est le nombre de fois où il va dans A' plus 1, puisque A c'est A' plus B, il va une fois de plus B dans A que dans A'. C'est pour ça qu'on pose Q égale Q' plus 1. C'est ça l'idée. Une idée très simple. Donc maintenant, on va juste montrer qu'on a ça. Hein. On a A moins BQ, on le calcule en remplaçant par A par sa valeur exprimée en fonction de A'. A c'est A' moins B, ça fait que A c'est A' plus B moins ça, et ça fait que finalement la quantité A moins BQ elle est égale à la quantité A' moins BQ prime, et cette quantité on savait par hypothèse de récurrence qu'elle était comprise entre 0 et B, donc la quantité A moins BQ elle est aussi comprise entre 0 et B, et on a terminé cette démonstration par récurrence forte du théorème de division euclidienne dans N. Donc j'ai bien détaillé cette démonstration, vous pouvez relire les explications ici écrites. Cette démonstration, hein, elle correspond à un algorithme. Alors je ne vais pas détailler dans ce cours la notion d'algorithme, hein, il y a un cours sur l'algorithmie, je ne peux pas faire un cours d'algorithmie. Vous avez l'algorithme ici, si vous comprenez tant mieux, si vous ne comprenez pas l'algorithme, tant pis. Donc maintenant, on va passer dans Z, et dans Z, ce qu'on va faire, c'est tout simplement avoir à distinguer des cas suivant que on a un entier négatif qu'on divise par un autre entier négatif, un entier négatif qu'on divise par un positif, ou un positif qu'on divise par un négatif. Donc il y a 4 cas, et on va gérer ces 4 cas pour obtenir un théorème de division euclidienne dans Z qui prend la forme suivante: quel que soit B différent de 0 et A qui peut être éventuellement égal à 0, il existe Q tel que A moins BQ soit compris entre 0 et valeur absolue de B moins 1. Donc ici il y a la valeur absolue pour que cet intervalle, bien sûr, ça soit un intervalle qui contienne que des entiers positifs. Alors, non seulement il existe, mais il est unique. Le fait qu'il est unique, c'est une conséquence des propriétés de la valeur absolue. Donc, c'est pour ça que dans les rappels, on a mis les rappels sur la valeur absolue. Je vous laisse lire cette démonstration qui s'appuie sur les propriétés de la valeur absolue, notamment le fait que la valeur absolue du produit, c'est égal au produit des valeurs absolues, ce genre de choses. Et aussi que, donc ici, hein, par exemple, cette valeur absolue là, c'est égal à la valeur absolue de Q' moins Q fois la valeur absolue de B, et comme B est non nul, on utilise aussi une propriété qui s'appelle l'intégrité, qui est que quand on a le produit de deux nombres qui vaut 0 dans Z, et si un des deux vaut pas 0, alors l'autre vaut forcément 0. Donc ici on en déduit que Q' moins Q est égal à 0, donc Q égale Q'. Dans la partie existence, c'est ce que j'ai dit, on va distinguer différents cas. Ces cas, ils vont dépendre si on divise un nombre positif par un nombre négatif, etc. Ici, on a utilisé cette notation, hein, SGN. SGN, ça veut dire le signe d'un nombre, d'un élément de Z. Le signe, c'est égal à 1 si le nombre est positif, moins 1 si le nombre est négatif. Donc on a cette propriété qu'on utilise très souvent, hein, qui est que un nombre, il est égal à sa valeur absolue multipliée par son signe, ou la valeur absolue est égale au signe multiplié par le nombre. Le signe, il peut passer de l'autre côté, hein, parce que 1 divisé par 1, ça fait 1, et 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1. Dans ce genre d'égalité, le signe peut passer de l'autre côté. Hein. Le signe de 0, on pourrait définir le signe de 0 comme étant égal à 0, mais ici, regardez, hein, on s'intéresse toujours au signe de B, et B, c'est toujours un élément non nul. Donc en fait, le mieux, c'est de penser que le signe de 0, c'est pas défini, que le signe est défini seulement pour les éléments qui sont non nuls. Donc, s'il est positif, le signe c'est 1, s'il est négatif, le signe c'est moins 1. Donc en fait, vous avez que chaque élément B, il est égal à sa valeur absolue multiplié par son signe.
Donc c'est très simple, hein, c'est simplement que, par exemple, moins 7 il est égal à moins 1, c'est son signe, multiplié par 7, c'est sa valeur absolue. Et 9, il est égal à 1, c'est son signe, multiplié par 9, c'est sa valeur absolue. Voilà, vous avez aussi un algorithme qui étudie ces différents cas. Et donc, les définitions qui sont là, donc l'élément de Q, puisqu'il est unique, on peut lui donner un nom. Et le nom, comment on va l'appeler? On va dire que Q, c'est le quotient. Et la quantité A moins BQ, on va l'appeler R. On va souvent la noter R, et on va dire que c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Donc ici, j'ai remis les schémas d'utilisation et les schémas de démonstration. C'est peut-être une des dernières fois où je fais ça. Après, ce sera à vous de faire ça. À chaque fois qu'il y a des définitions, quel est le schéma d'utilisation? Quel est le schéma de démonstration? D'accord? Comment on utilise le fait qu'on sait que R est le reste de la division euclidienne de A par B? Schéma d'utilisation, schéma de démonstration. Voilà pour cette deuxième vidéo sur ce cours sur la division euclidienne. On aura une troisième vidéo où on verra les conséquences.